Vous devriez l'acheter, dit mon hôte. C'est l'endroit rêvé pour un diable de misanthrope tel que vous. Sans compter l'intérêt non négligeable qu'il y aurait à posséder la demeure la plus romantique de Bretagne. Les propriétaires actuels sont fauchés comme les blés, et elle va partir pour une bouchée de pain. Vous devriez l'acheter. Ce fut sans la moindre intention d'être à la hauteur de la réputation que m'attribuait mon ami Lanrivin. En fait, sous mon extérieur peu sociable, j'ai toujours aspiré en secret à la vie domestique, que je suivis son conseil un après-midi d'automne et me rendis à Kerfol. Mon ami se rendait en auto à Quimper pour affaires. Il me déposa en chemin à un carrefour sur la lande avec ses instructions. Première route à droite, puis deuxième à gauche. Continuez ensuite tout droit jusqu'à ce que vous aperceviez une avenue bordée d'arbres. Si vous rencontrez des paysans, ne demandez pas votre chemin, ils n'entendent point le français, mais ils prétendraient le contraire et vous embrouillerez. Je repasserai vous prendre ici même, au coucher du soleil, et n'oubliez pas les tombes de la chapelle. Je suivis les indications de Lanrivin non sans hésiter comme de juste, peinant à me souvenir s'il avait dit la première à droite et la seconde à gauche ou le contraire. Si j'avais rencontré un paysan, je l'aurais à coup sûr abordé et aurais sans doute fait fausse route. Mais j'avais ce paysage désert à moi tout seul, et finis donc tant bien que mal par dénicher le bon embranchement, puis traverser la lande jusqu'à déboucher sur une avenue bordée d'arbres. Elle ressemblait si peu à toute celle de ma connaissance que je sus instantanément qu'il devait s'agir de l'avenue en question. Les arbres aux troncs gris jaillissaient droit vers le ciel, puis tout là-haut, entrelaçaient leurs ramures gris pâles pour former un long tunnel à travers lequel la lumière automnale avait peine à pénétrer. Je connais la plupart des arbres par leur nom, mais aujourd'hui encore je suis incapable de décider quels étaient ceux-ci. Ils avaient la courbure élancée des ormes, la sveltesse des peupliers, la couleur cendrée des oliviers sous l'orage, et ils s'alignaient devant moi sur près d'1 kilomètre, sans que leur arche fût jamais interrompue. Si jamais j'ai vu une avenue dont les arbres menaient incontestablement quelque part, c'était bien l'avenue de Kerfol dans laquelle je m'engageai, avec un léger pincement au cœur. Au bout d'un moment, l'alignement prit fin et j'arrivai à une poste fortifiée, ménagée dans un mur d'enceinte. Entre ce mur et moi s'étendait une vaste pelouse, de laquelle irradiaient d'autres avenues grises. Derrière le mur apparaissaient des toits d'ardoise pentus, argentés et moussus, le clocher d'une chapelle, le haut d'un donjon. L'endroit était ceinturé par des douves envahies de ronces et de broussailles. Le pont-levis avait été remplacé par une arche de pierre et la herse par une grille en fer. Pendant longtemps je restai planté là, devant les douves, regardant autour de moi et me laissant pénétrer par l'esprit des lieux. Je me disais, si j'attends suffisamment longtemps, le gardien ne manquera pas d'apparaître ni de me montrer les tombes, en formant l'espoir qu'il prendrait son temps. Je m'assis sur une pierre et allumai une cigarette. Aussitôt accomplie, cette action me frappa comme à la fois puérile et grave, avec cette grande bâtisse aveugle qui me toisait et toutes ces avenues vides qui convergeaient vers moi. Peut-être était-ce la profondeur du silence qui m'avait fait prendre à ce point conscience de mon geste. Le craquement de mon allumette sonna comme un crissement de frein, et j'eus, pour ainsi dire, la sensation de l'entendre retomber lorsque je la jetai dans l'herbe. Mais il y avait plus encore, un sentiment d'inconvenance, de petitesse, de futilité bravache à rester assis là, soufflant mes bouffées de cigarette à la face d'un tel passé. Je ne connaissais rien à l'histoire de Kerfol, je découvrais la Bretagne et c'était seulement la veille que Lanrivin avait mentionné ce nom devant moi. Mais il était impossible de jeter ne fût-ce qu'un coup d'œil à ces pierres sans ressentir en elles une longue histoire accumulée. Quel genre d'histoire, je n'avais pas les moyens de le deviner. Peut-être tout bonnement le poids représenté par l'association de toutes ces vies et de toutes ces morts, qui confèrent immanquablement aux vieilles demeures leur majesté. Mais par son aspect, Kerfol suggérait quelque chose de plus, une perspective de souvenirs graves et cruels qui se perdaient comme ses propres avenues grises pour se fondre dans l'obscurité. Assurément, nulle demeure n'avait aussi profondément et radicalement rompu avec le présent. Telle qu'elle était érigée, pointant fièrement ses toits et ses pignons vers le ciel, elle aurait pu constituer son propre monument funéraire. Des tombes dans la chapelle, me dis-je, c'est tout l'endroit qui est une tombe. J'espérais de plus en plus que le gardien s'abstiendrait de venir. Une visite détaillée, malgré son intérêt, risquerait de donner une image dérisoire des lieux, en comparaison du caractère impressionnant de l'ensemble, et tout ce que je désirais, c'était rester assis à ma place en me laissant pénétrer par la pesanteur de son silence. « C'est l'endroit rêvé pour vous !» s'était exclamé Lanrivin. J'étais maintenant sidéré par la frivolité presque blasphématoire qu'il y avait dans le fait de suggérer à un être vivant que Kerfol était l'endroit rêvé. Est-ce possible qu'on soit aveugle à ce point, me demandai-je. Ma pensée demeura inachevée. Mon impression était indéfinissable. Je me levai et me dirigeai vaguement vers la grille. Mon désir d'en savoir plus grandissait. Non pas d'en voir plus, j'étais désormais persuadée que la vue n'était point en cause, mais de sentir davantage, de sentir tout ce que l'endroit avait à communiquer.
Reste que pour entrer, il va falloir dénicher le gardien, me dis-je sans enthousiasme, et ne sachant que faire. Finalement, je franchis le pont et essayai la grille en fer. Elle céda, je m'engageai dans l'épais tunnel que formait le chemin de ronde. Mon sentiment d'une pression de l'invisible commença à céder le pas devant mon intérêt pour l'architecture. La beauté du bâtiment fit naître en moi le désir de l'explorer en tant que tel. Je parcourus la cour du regard, me demandant dans quel recoin logeait le gardien. Puis je poussai la barrière et entrai. C'est alors qu'un chien me barra le chemin. C'était un si joli petit chien que pour un instant il me fit oublier le splendide endroit qu'il défendait. Je n'étais pas certain de sa race à ce moment-là, mais j'ai appris depuis qu'elle était chinoise, et d'une variété rare appelée chien manchon. Il était minuscule, d'un brun doré, avec de grands yeux bruns et un jabot. Il ressemblait à un grand chrysanthème fauve. Je me dis, ces bestioles ne ratent jamais une occasion de vous happer ni de japper. Et quelqu'un va sortir dans la minute qui suit. Le petit animal se tenait planté devant moi, peu engageant, presque menaçant. Il y avait de la colère dans ses grands yeux bruns. Mais il restait silencieux et à distance. Au contraire, c'est lui, à mesure que je m'avançais, qui battait progressivement en retraite, et je m'aperçus qu'un autre chien, quelque chose de vague, de grossier, de moucheté, s'était levé en boitillant sur sa patte bancale. Gare au vacarme, cette fois, me dis-je, alors qu'au même moment, un troisième chien, un bâtard blanc à longs poils, se faufilait par une porte et venait rejoindre les autres dans la cour. Tous les trois restaient plantés là, me regardant de leurs yeux graves, mais aucun son n'émanait d'eux. Tandis que j'avançais, ils continuaient leur retraite discrète sans me quitter du regard. À un moment donné, ils vont charger en direction de mes chevilles. C'est l'une des plaisanteries que des chiens vivant en bande font aux gens, pensai-je. Je n'étais pas inquiet, car ils n'étaient ni costauds ni impressionnants. Ils préféraient me laisser flâner dans la cour à ma guise tout en me suivant à quelque distance, toujours la même distance, et leurs yeux toujours fixés sur moi. C'est alors que, jetant un regard sur la façade en ruine, je vis dans l'encadrement de l'une des fenêtres vides qu'un autre chien s'y trouvait. Un chien d'arrêt blanc, avec une oreille brune. C'était un vieux chien sérieux, bien plus expérimenté que les autres, et qui semblait m'observer avec une plus profonde intensité. Lui, par contre, je vais l'entendre, me dis-je cette fois, mais il restait dans l'encadrement de la fenêtre, se détachant contre les arbres du parc et continuant de me regarder sans bouger. Je le dévisageai à mon tour quelque temps pour voir si le sentiment d'être épié n'entraînerait point une réaction de sa part. La moitié de la cour nous séparait dans sa largeur, et nous restâmes à nous contempler en silence, chacun de notre côté. Mais il ne bougea pas et je finis par me détourner. Derrière moi se trouvait le reste de la meute, auquel un nouveau venu s'était joint, un petit lévrier noir aux yeux pâles couleur d'agate. Il frissonnait légèrement et son expression était plus timide que celle des autres. Je remarquai qu'il se maintenait quelque peu en retrait. Et toujours ce silence. Je restai planté là pendant 5 bonnes minutes, encerclé, attendant, comme il semblait attendre. Finalement, je m'approchai du petit chien brun doré et me penchai pour le caresser. Ce faisant, je m'entendis pousser un rire nerveux. Le petit chien s'abstint de sursauter, de grogner ou de me quitter des yeux. Il se contenta de reculer d'environ 1 mètre avant de s'arrêter pour reprendre sa contemplation. Tandis que j'avançais, les chiens se séparèrent et s'égaillèrent aux 4 coins de la cour. J'examinai les urnes, surmontant le puits. J'essayai d'ouvrir 1 ou 2 portes fermées à clé, parcourus du regard la façade muette, puis je fis volte-face vers la chapelle. En me retournant, je m'aperçus que tous les chiens avaient disparu, à l'exception du vieux chien d'arrêt qui me contemplait toujours depuis la fenêtre. C'était plutôt un soulagement d'être débarrassé de cette nuée de témoins, et je me mis à chercher alentour un chemin menant derrière la maison. Lorsque j'émergeai de nouveau dans la cour, les chiens étaient plantés en cercle, le brun doré légèrement en avant des autres, le lévrier noir frissonnant à l'arrière. « Oh la barbe, espèce de sale bête !» m'exclamai-je, me surprenant moi-même par l'écho soudain de ma voix. Les chiens restaient plantés là, me regardant. Je savais désormais qu'ils ne tenteraient rien pour m'empêcher d'approcher la maison, ce qui me laissait le champ libre pour les étudier. J'avais le sentiment qu'ils devaient être passablement effrayés pour être aussi silencieux et inertes. Pourtant, ils n'avaient l'air ni affamés, ni maltraités. Leur robe était lisse, ils n'étaient point maigres, hormis le lévrier qui frissonnait. C'était plutôt comme s'ils avaient longtemps vécu avec des gens qui ne leur avaient jamais adressé un mot ou un regard, comme si le silence ambiant avait progressivement engourdi leur nature curieuse et affairée. Or, cette étrange passivité, cette lassitude quasi humaine, me semblait plus triste encore que la misère des animaux qu'on affame et qu'on bat. J'aurais voulu les sortir un instant de leur torpeur, les inviter à jouer ou gambader, mais plus je scrutais leurs yeux, fixes et fatigués, plus cette idée devenait absurde.
Comment avais-je pu imaginer une chose pareille avec les fenêtres de la demeure qui nous toisaient de leur hauteur? Les chiens étaient plus avisés. Eux savaient ce que la maison était prête ou non à tolérer. J'allais même jusqu'à me figurer qu'ils savaient ce qui se passait dans ma tête, et qu'ils avaient pitié de ma frivolité. Cependant, il y avait fort à parier que même cette impression ne leur parvenait qu'à travers un épais brouillard d'apathie. J'avais dans l'idée que la distance qui les séparait de moi n'était rien par rapport à mon éloignement vis-à-vis d'eux. Ils me donnaient l'impression d'avoir en commun une mémoire si profonde et si sombre que rien de ce qui s'était produit entre-temps ne méritait le moindre grognement ou frétillement. « Dites donc !» fis-je abruptement, m'adressant au cercle impassible. « Savez-vous de quoi vous avez l'air, tous autant que vous êtes ? Vous avez l'air d'avoir aperçu un fantôme, voilà l'air que vous avez. Je me demande s'il y a bel et bien un fantôme en ces lieux, avec vous autres comme seuls spectateurs. » Les chiens continuaient à me contempler sans remuer. Il faisait nuit lorsque j'aperçus les phares de Lanrivain au carrefour, et à vrai dire, je ne fus pas mécontente de les voir. J'avais le sentiment d'avoir échappé à l'endroit le plus solitaire de la terre entière et de ne point apprécier la solitude, à un tel degré, autant que je l'eusse imaginé. Mon ami avait ramené son avoué de Quimper pour passer la nuit, et assis aux côtés d'un étranger affablé, replé, je n'éprouvais aucune inclination à parler de Kerfol. Mais le soir même, une fois Lanrivain et l'avoué retirés dans le bureau, madame de Lanrivain se mit à me questionner au salon. « Alors, est-ce que vous allez acheter Kerfol ?» demanda-t-elle en redressant gaiement le menton de sa broderie. « Je n'ai pas encore décidé. En fait, je n'ai pas réussi à pénétrer dans la maison, » lui dis-je, comme si j'avais simplement remis ma décision à plus tard avec l'intention de revenir y jeter un nouveau coup d'œil. « Vous n'avez pu y pénétrer ? Que s'est-il donc passé ? Les propriétaires ont une folle envie de vendre la demeure, et le vieux gardien a ses ordres. »« Sans doute, mais le vieux gardien n'était pas là. »« Quel dommage, il devait être au marché. »« Mais sa fille ?»« Il n'y avait personne sur place, du moins n'ai-je vu personne. » C'est extraordinaire, vraiment personne. Personne à part une bande de chiens, toute une meute qui semblait seule maître des lieux. Madame de Lanrivain laissa glisser sa broderie sur ses genoux et croisa les bras par-dessus. Plusieurs minutes durant, elle me contempla passivement. Une meute de chiens. Vous les avez vus ? Si je les ai vus, je n'ai rien vu d'autre. Ils étaient combien ? Sa voix baissa d'un ton. Je me suis toujours demandé... Je la regardais avec surprise. J'avais cru que l'endroit lui était familier. N'êtes-vous jamais allé à Kerfol ? Oh, si, souvent. Mais jamais ce jour-là. Quel jour ? Où avais-je la tête ? Et je parie qu'Hervé a lui aussi oublié. Si nous avions eu de la mémoire, nous ne vous aurions jamais envoyé là-bas aujourd'hui. Mais après tout, on ne croit pas dur comme fer à ce genre de choses, n'est-ce pas ? Quel genre de choses ? Demandai-je, baissant involontairement ma voix au niveau de la sienne. Intérieurement, je me disais. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Madame de Lanrivain s'éclaircit la voix et afficha un sourire rassurant. « Hervé ne vous a-t-il point raconté l'histoire de Kerfol ? L'un de ses ancêtres y a été mêlé. Vous savez qu'en Bretagne, chaque demeure possède son histoire de fantôme et certaines d'entre elles sont plutôt désagréables. »« D'accord, mais ces chiens ? Eh bien, ces chiens sont les fantômes de Kerfol. Du moins, si l'on en croit les paysans, il est un jour de l'année où une bande de chiens y fait son apparition. Et le jour en question, le gardien et sa fille s'en vont à Morlaix, où ils s'enivrent. En Bretagne, les femmes boivent comme des trous. » Elle se pencha pour assortir un brin de soie avant de relever son charmant visage de parisienne indiscrète. « Avez-vous vraiment vu une bande de chiens ? » « Il n'y en a pas un seul à Kerfol, » déclara-t-elle. Lanrivain, le lendemain, alla dénicher un volume au velin usé au fond d'un des rayons supérieurs de sa bibliothèque. « Ah, le voilà. Sous quel titre ? Histoire des assises du duché de Bretagne, Quimper, 1702. » Le livre a été écrit environ un siècle après l'affaire de Kerfol, mais je crois que la relation a été couchée de manière quasi littérale d'après les minutes du procès. Quoi qu'il en soit, c'est singulier à lire. En outre, il est question d'un Hervé de Lanrivain, pas tout à fait dans mon genre à moi, comme vous le verrez, mais il ne s'agit aussi que d'un parent collatéral. Tenez, prenez le livre en montant vous coucher. Je ne me souviens point précisément des détails, mais je parie tout ce que vous voulez qu'après l'avoir lu, vous laisserez votre lumière brûler toute la nuit. Je laissai ma lumière brûler toute la nuit, comme il l'avait prédit, mais ce fut avant tout parce que ma lecture m'absorba pratiquement jusqu'à l'aube. Le récit du jugement d'Anne de Corneau, épouse du seigneur de Kerfol, était long et imprimé en caractères serrés. Comme l'avait dit mon ami, c'était probablement une transcription quasi littérale de ce qui s'était passé à l'audience. Or, le procès avait duré près d'un mois. De plus, la typographie était de fort mauvaise qualité. Ma première idée consista à rendre le vieux document mot à mot, mais il abonde en répétitions fastidieuses et les principaux fils de l'histoire s'égarent en permanence dans des considérations secondaires. C'est pourquoi j'ai tenté de les démêler et d'en présenter ici une version simplifiée.
Il m'est arrivé cependant de revenir au texte original lorsque les mots me manquaient pour transmettre avec autant d'exactitude ce que j'avais ressenti à Kerfol, et à aucun moment je n'ai ajouté quoi que ce soit de mon cru. C'est en l'an 1600 quelque chose qu'Yves de Cornault, seigneur du domaine de Kerfol, s'en fut au pardon de Locronan afin d'accomplir ses devoirs de religion. C'était un noble riche et puissant, alors dans sa 62e année mais respirant la santé, excellent chasseur et cavalier, homme pieux qui plus est. Voilà ce qu'attestait tout le voisinage. Physiquement, c'était un homme trapu, au visage bistré, les jambes légèrement arquées à force de monter à cheval, le nez tombant et les mains larges couvertes de poils noirs. Il s'était marié jeune, avait perdu sa femme et son fils peu après, et depuis lors vivait seul à Kerfol. 2 fois l'an, il allait à Morlaix, où il possédait une belle maison en bordure de rivière, dans laquelle il passait une semaine ou 10 jours. À l'occasion, il se rendait à cheval jusqu'à Rennes pour affaires. Il se trouva des témoins pour déclarer que pendant ses absences, il menait une vie différente de celle qu'on lui connaissait à Kerfol, où il vaquait à son domaine, assistait tous les jours à la messe, n'avait pour seule distraction que la chasse au sanglier et au gibier d'eau. Reste que ces rumeurs ne sont guère pertinentes, car ce qui est sûr, c'est que dans le voisinage, parmi les gens de sa classe, il passait pour un homme sévère, voire austère, respectueux de ses obligations religieuses et soucieux de garder ses distances. Aucun bruit ne courait sur une quelconque familiarité avec les femmes du domaine, malgré les grandes libertés que les nobles de l'époque entretenaient avec les paysannes. Selon certains, il n'avait jamais regardé une femme depuis la mort de son épouse, mais de telles choses sont difficiles à prouver et en l'espèce, les témoignages manquaient de fiabilité. C'est ainsi dans sa 62e année qu'Yves de Cornault s'enfuit au pardon de Locronan, et y vit une jeune demoiselle de Douarnenez qui était venue en croupe derrière son père afin de faire ses dévotions. Elle s'appelait Anne de Barrigan et descendait d'une famille bretonne de bonne et vieille souche, mais bien moins prestigieuse et puissante que celle d'Yves de Cornault. Son père avait dilapidé sa fortune aux cartes et vivait pour ainsi dire comme un paysan dans son petit manoir de granit sur la lande. J'ai déjà dit que je m'abstiendrais d'ajouter quoi que ce soit de mon cru au simple exposé de ce cas étrange, mais je dois m'interrompre ici pour décrire la jeune demoiselle dont le cheval approchait du porche marquant l'entrée du cimetière de Locronan au moment même où le baron de Cornault y mettait également pied à terre. Je tiens ma description d'une sanguine au ton décoloré, suffisamment sobre et authentique pour être l'œuvre d'une des dernières élèves de Clouet. Elle est accrochée dans le bureau de Henri XX et passe pour être importée d'Anne de Barrigan. Elle n'est pas signée et pour toute marque d'identification ne comporte que les initiales A, B et la date 1600, l'année qui suivit son mariage. Elle représente une jeune femme au petit visage ovale, presque pointu, assez large cependant pour qu'y figure une bouche aux lèvres pleines avec une tendre dépression aux commissures. Le nez est de petite taille et les sourcils sont assez haut placés, nettement séparés et aussi finement crayonnés que dans une peinture chinoise. Le front est grand, sérieux, et les cheveux que l'on devine d'un blond opulent sont tirés en arrière et serrés comme dans un casque. Les yeux ne sont ni larges ni étroits, probablement noisettes, avec un air à la fois timide et tenace. 2 longues et belles mains sont croisées sous la poitrine de la dame. Le chapelain de Kerfol et d'autres témoins avec lui affirmèrent qu'en rentrant de Locronan, le baron sauta de son cheval, ordonna qu'un autre fût scellé sur-le-champ, manda un jeune page pour l'escorter et le soit même parti à cheval vers le sud. Son régisseur suivit le lendemain matin avec des coffres portés sur le dos d'une paire de mules. La semaine suivante, Yves de Cornault s'en revint à Kerfol, convoqua Vassou et Métayer, leur apprit qu'à la Toussaint, il allait épouser Anne de Barrigan de Douarnenez. Et le jour de la Toussaint, le mariage eut lieu. Pour ce qui est des quelques années suivantes, il semble que des 2 côtés, les témoignages s'accordent pour dire que ce couple fut sans nuage. Il ne se trouva personne pour affirmer qu'Yves de Cornault s'était montré méchant vers sa femme, et il sautait aux yeux de tous qu'il ne regrettait point le marché qu'il avait conclu. Le chapelain et d'autres témoins à charge allèrent même jusqu'à reconnaître que la jeune dame avait une influence apaisante sur son époux, qu'il était devenu moins exigeant vers ses métayers, moins rude avec ses paysans et dépendants, et moins sujet à ces excès de muette morosité qui avaient assombri son veuvage. Pour ce qui est de son épouse, le seul griffe que ses partisans à elle purent évoquer pour sa défense était que Kerfol était un lieu solitaire et qu'une fois son mari parti pour affaires à Rennes ou à Morlaix, où il ne l'emmenait jamais, elle n'avait pas même le droit de se promener dans le parc sans être accompagnée. Reste que personne ne déclara qu'elle était malheureuse, même si une domestique affirma l'avoir surprise en larmes, et entendu dire qu'elle était une femme condamnée à ne point avoir d'enfant, ni rien dans ce monde qu'elle pût appeler sien. Mais c'était là sentiment passablement naturel pour une femme attachée à son époux, et assurément ce devait être grand grief pour Yves de Cornault que d'être sans fils. Pourtant, jamais il ne lui fit sentir ce manque d'enfant comme un reproche. Cela, elle l'admet dans sa disposition, et parut au contraire essayer de le lui faire oublier en la couvrant de faveurs et de cadeaux. Tout riche qu'il était, il n'avait jamais eu la main large,
Mais rien n'était trop recherché pour sa femme en matière de soierie, de pierreries, de lingerie ou de tout autre article dont elle s'enrichissait. Tous les marchands ambulants étaient les bienvenus à Kerfol, et lorsque le maître des lieux s'absentait pour affaires, il ne rentrait jamais sans rapporter à sa femme quelque joli présent, quelque chose de curieux et d'insolite, de Morlaix, Rennes ou Quimper. Lors du contre-interrogatoire, l'une des femmes de chambre donna une liste éloquente des cadeaux d'une année que voici de Morlaix, une jonque en ivoire, sculptée avec des rameurs chinois, qu'un marin étranger avait rapporté en guise d'offrande à destiner Notre-Dame de la Clarté, au-dessus de Ploumanac, de Quimper, une robe brodée, ouvrage des sœurs de l'Assomption, de Rennes, une rose en argent, qui, lorsqu'on l'ouvrait, montrait une vierge d'ambre couronnée de grenats. De Morlaix encore, une pièce en velours de Damas striée d'or, achetée à un juif de Syrie. Et de Rennes, pour la Saint-Michel de la même année, un collier ou bracelet de pierres rondes, émeraudes, perles ou rubis, enfilé en chapelet sur une fine chaîne d'or. Selon la domestique, c'était ce présent que la dame préférait. Plus tard, il se trouva que ce bijou fut exhibé au procès et sembla frapper juge et public par son caractère curieux et précieux. Le même hiver, le baron s'absenta d'Erchef, cette fois jusqu'à Bordeaux, et à son retour ramena à sa femme quelque chose d'encore plus étrange et joli que le bracelet. C'est par un soir d'hiver qu'il s'en revint à cheval à Kerfol, et qu'entrant dans la grande salle, il la trouva assise au coin du feu, le menton sur la main, regardant la flambée. Il portait dans sa main une boîte de velours, et après l'avoir posée, leva le couvercle pour faire sortir un petit chien brun doré. Anne de Cornault poussa une exclamation de plaisir lorsque la petite créature bondit vers elle. « Oh, on dirait un oiseau ou un papillon !» s'écria-t-elle en le ramassant. Et le chien posa ses pattes sur ses épaules en la regardant avec des yeux de chrétien. À partir de là, elle refusa de jamais s'en séparer. Elle le câlinait et lui parlait comme à un enfant, et de fait ce fut ce qu'elle connut jamais de plus semblable à un enfant. Yves de Cornault était enchanté de son achat. Le chien lui avait été apporté par un marin servant à bord d'un navire marchand des Indes orientales, lequel marin l'avait acheté dans un bazar de Jaffa à un pèlerin, lequel l'avait volé à la femme d'un noble chinois, une chose parfaitement licite, puisque le pèlerin était un chrétien et le chinois un païen promis au feu de l'enfer. Yves de Cornault avait dépensé une coquette somme pour le chien, car cette espèce commençait à être prisée à la cour de France, et le marin savait qu'il avait mis la main sur une bonne affaire. Mais le plaisir d'Anne était si grand que pour la voir rire et jouer avec le petit animal, son époux n'eût certainement point hésité à en donner le double. Jusqu'ici tous les témoignages concordent, et le récit coule de source, mais à présent les écueils apparaissent. Je vais essayer de rester au plus près de la propre déposition d'Anne, même si vers la fin, la pauvre créature... Mais revenons à cette histoire. L'année même qui suivit l'arrivée du petit chien brun à Kerfol, Yves de Cornault, par une nuit d'hiver, fut trouvé mort, en haut d'un étroit escalier qui descendait des appartements de sa femme jusqu'à une porte ouvrant sur la cour. Ce fut sa femme qui la découvrit et donna l'alarme. La pauvre était si égarée par la peur et l'horreur, car elle était toute couverte de son sang, que dans un premier temps les domestiques en émoi ne purent saisir ce qu'elle disait et crurent qu'elle était soudain devenue folle. Il n'y avait pourtant aucun doute. Là, en haut de l'escalier, gisait son époux, roide mort, la tête en avant, le sang de ses blessures dégouttant sur les marches en contrebas. On l'avait horriblement griffé et entaillé, tant au visage qu'à la gorge, comme avec de curieuses armes pointues. L'une de ses jambes portait la marque d'une profonde coupure qui avait sectionné une artère et probablement causé sa mort. Mais comment était-il arrivé là et qui l'avait assassiné ? Sa femme déclara qu'elle dormait dans sa chambre lorsque, entendant son cri, elle s'était ruée au dehors et l'avait trouvé gisant dans l'escalier. Mais cette déclaration fut aussitôt mise en doute. Tout d'abord, il fut démontré que depuis son lit, elle n'avait pu entendre la bagarre dans l'escalier, étant donné l'épaisseur des murs et la longueur du couloir qu'elle avait dû emprunter. Ensuite, il était évident qu'elle s'était ni endormie ni couchée, puisqu'elle était habillée lorsqu'elle avait alerté la maisonnée et que son lit n'était point défait. Qui plus est, la porte en bas de l'escalier était ouverte, et le chapelain, en homme observateur, remarqua que la robe qu'elle portait était maculée de sang au niveau des genoux, sans compter les traces de petites mains ensanglantées au bas des murs de l'escalier, d'où l'on conjectura qu'elle se trouvait en fait à la porte de la poterne, au moment où son mari était tombé, et que c'était en montant à tâtons vers lui dans l'obscurité, que, les mains sur les mains et les genoux, qu'elle avait été maculée par son sang qui dégouttait sur elle. Il va sans dire que l'autre partie fit valoir à quel point elle avait pu tacher sa robe en s'agenouillant près de son époux après s'être précipitée hors de sa chambre, restait cependant la porte ouverte en bas, et le fait que les traces de doigts dans l'escalier pointaient toutes vers le haut. L'accusé s'en tient à sa déposition pendant les 2 premiers jours, malgré son manque de vraisemblance. Le 3e jour, pourtant, lui apporta la nouvelle qu'un jeune noble des environs, Hervé de Lanrivain, avait été arrêté pour participation au crime.
Là-dessus, 2 ou 3 témoins se présentèrent pour déclarer que toute la contrée savait combien Lanrivain avait été précédemment en bons termes avec la dame de Cornault, mais qu'il s'était absenté de Bretagne pendant plus d'1 an, et que les gens avaient cessé d'associer leurs noms. Les témoins en question ne jouissaient pas d'une très bonne réputation. L'un d'eux était un vieil arborisateur soupçonné de sorcellerie, l'autre un ivrogne qui était clerc dans une paroisse voisine, le troisième un berger à demi demeuré à qui l'on pouvait faire dire ce qu'on voulait. C'est pourquoi l'accusation de toute évidence n'était point satisfaite des arguments qu'elle avait avancés et eût aimé produire une preuve plus tangible de la complicité de Lanrivain que la déposition de l'arborisateur qui jurait l'avoir vu escalader le mur du parc lors de la nuit du meurtre. En ce temps-là, l'une des méthodes permettant de pallier l'insuffisance de preuves consistait à exercer une forme de pression physique ou morale sur la personne accusée. On ne sait au juste quelle pression fut exercée sur Anne de Cornault, mais au 3e jour, lorsqu'on la fit comparaître, elle produisit une impression de faiblesse et d'égarement. Après avoir été encouragée à se ressaisir et à dire la vérité sur son honneur et les blessures du Saint-Sauveur, elle confessa qu'en réalité, elle avait descendu l'escalier pour converser avec Hervé de Lanrivain, lequel nia tout en bloc, et c'est là qu'elle avait été surprise par le bruit fait par son mari dans sa chute. Voilà qui était mieux, et l'accusation se frotta les mains de satisfaction. La dite satisfaction s'accrut quand divers gens de maison, vivant à Kerfol, furent amenés à déclarer, avec apparente sincérité, qu'1 ou 2 ans avant sa mort, leur maître était redevenu imprévisible, irascible et sujet à ces accès de muette mélancolie que sa maisonnée avait appris à redouter avant son second mariage. Cela semblait indiquer que tout n'était point allé pour le mieux à Kerfol, même si l'on ne trouva personne pour confirmer un tant soit peu les signes d'un désaccord manifeste entre mari et femme. Lorsqu'on questionna Anne de Cornault sur la raison pour laquelle elle était descendue en pleine nuit ouvrir la porte à Hervé de Lanrivain, elle fit une réponse qui doit faire sourire tout le tribunal. Selon elle, c'était parce qu'elle se sentait seule et désirait s'entretenir avec le jeune homme. « Était-ce l'unique raison ?» lui demanda-t-on. À quoi elle répondit « Je le jure, par la croix au-dessus de vos seigneuries. »« Mais pourquoi à minuit ?» demanda la cour. « Parce que c'était pour moi la seule façon de le voir. Je vois d'ici l'échange des regards par-dessus l'école d'Hermine sous le crucifix. » Interrogée plus avant, Anne de Cornault déclara que sa vie d'épouse avait été extrêmement solitaire. « Désolée » fut le terme qu'elle employa. Il était vrai que son époux lui parlait rarement, avec dureté, mais il y avait des jours où il ne lui parlait point du tout. Il était vrai qu'il ne l'avait jamais frappée ni menacée, mais il la gardait pour ainsi dire prisonnière à Kerfol, et lorsqu'il s'en allait à Morlaix, Rennes ou Quimper, il la laissait sous si étroite surveillance qu'elle ne pouvait cueillir une fleur dans le jardin sans avoir une femme de chambre sur ses talons. « Je ne suis reine pour nécessiter ses honneurs, lui dit-elle un jour. À quoi il répondit que le propriétaire d'un trésor ne laisse point la clé dans la serrure quand il sort. « Alors emmenez-moi avec vous, le supplia-t-elle, mais ce fut pour s'entendre dire que les villes étaient des lieux de perdition et les jeunes épouses mieux avisées de rester dans leur foyer. « Mais que voulez-vous dire à Hervé de Lanrivain » demanda la cour. À quoi elle répondit lui demander de m'emmener au loin. « Ah, vous confessez que vous êtes descendu le voir avec des pensées adultères » ?»« Non. Alors pourquoi vouliez-vous qu'il vous emmène au loin ?»« Parce que j'avais peur pour ma vie. »« De qui aviez-vous peur ?»« De mon mari. »« Pourquoi aviez-vous peur de votre mari ?»« Parce qu'il avait étranglé mon petit chien. » Un nouveau sourire avait dû parcourir le tribunal à cette époque où une premier noble venue avait le droit de pendre ses paysans, et la plupart l'exerçaient. Pincer la trache d'un animal de compagnie n'avait rien de scandaleux. À cet instant, l'un des juges, qui semble avoir ressenti une certaine compassion envers l'accusée, suggéra qu'elle fût autorisée à s'expliquer comme elle l'entendait, sur quoi elle fit la déposition suivante. Les premières années de son mariage avaient été solitaires, mais son époux n'avait point été méchant avec elle. Si elle avait eu un enfant, elle n'eût point été malheureuse, mais les journées étaient longues, et il pleuvait trop. Il était vrai que son époux, chaque fois qu'il partait, la laissait derrière, ne revenait jamais sans un joli présent. Mais cela ne suffisait point à compenser la solitude. Du moins, rien n'y avait fait, jusqu'au jour où il lui avait rapporté le petit chien brun venu d'Orient. À partir de là, elle s'était sentie bien moins malheureuse. Son époux semblait ravi de la voir si éprise de son chien. Il lui accorda la liberté de passer son bracelet de pierreries autour du cou de l'animal et de le garder en permanence auprès d'elle. Un jour, elle s'était endormie dans sa chambre, le chien à ses pieds, comme à son habitude. Ses pieds étaient nus et reposaient sur le dos de ce dernier. Soudain, elle fut réveillée par son époux. Il était debout à ses côtés, avec aux lèvres un sourire dénué de malveillance. « Vous ressemblez à mon arrière-grand-mère, Juliane de Cornault, qui gît dans la chapelle, les pieds reposant sur un petit chien, » dit-il. L'analogie la fit frissonner, mais elle rit et répondit « Eh bien, à ma mort, il vous faudra me déposer à ses côtés, sculpté dans le marbre, avec mon chien à mes pieds. »
Oh, nous avons le temps, fit-il en riant de même, mais en fronçant ses sourcils noirs. Le chien est l'emblème de la fidélité. Contestez-vous mon droit à reposer avec le mien à mes pieds? Si j'ai des doutes, j'en aurai le cœur net, répondit-il. Je suis un vieil homme, ajouta-t-il, et les gens disent que je vous fais mener une vie solitaire. Mais je jure que vous aurez votre gisant si vous le méritez. Et je vous jure d'être fidèle, répondit-elle, ne serait-ce que pour avoir mon petit chien à mes pieds. Peu de temps après, il se rendit pour affaire aux assises de Quimper, et pendant son absence, sa tante, veuve d'un puissant noble du duché, vint passer une nuit à Kerfol sur le chemin du pardon de Sainte-Barbe. C'était une femme de piété et d'importance, fort respectée d'Yves de Cornault. Aussi, lorsqu'elle proposa qu'Anne l'accompagnât jusqu'à Sainte-Barbe, personne n'y trouva rien à redire, et même le chapelain en personne se déclara en faveur du pèlerinage. C'est ainsi qu'Anne se mit en route pour Sainte-Barbe, où pour la première fois, elle s'entretint avec Hervé de Lanrivain. Il était venu une ou deux fois à Kerfol avec son père, sans qu'elle eût jamais échangé plus d'une dizaine de mots avec lui. Cette fois, ils ne parlèrent pas plus de 5 minutes. C'était sous les châtaigniers, au moment où la procession sortait de la chapelle. Il lui dit « Je vous plains », ce qui la surprit, car elle n'avait point supposé que quiconque pût la prendre en pitié. Il ajouta « Faites appel à moi en cas de besoin ». Et elle eut un pâle sourire, même si plus tard la pensée de cette rencontre la remplit de joie. Elle confessa l'avoir vu à 3 reprises par la suite, pas plus. Où et comment, elle refusa de le dire. C'était comme si elle craignait d'impliquer quelqu'un. Leur rencontre avait été rare et brève. Lors de la dernière, il lui avait confié qu'il partait le lendemain pour l'étranger, chargé d'une mission qui n'était point sans péril et risquait de le tenir absent de nombreux mois durant. Lorsqu'il lui demanda un souvenir, elle n'eut rien d'autre à lui donner que le collier ornant le cou du petit chien. Elle regretta par la suite de le lui avoir donné, mais il était si triste de partir qu'elle n'avait pas eu le courage de refuser. Son époux était alors absent. Quand il revint quelques jours plus tard, il prit l'animal pour le caresser et remarqua que le collier manquait. Son épouse lui dit que le chien l'avait perdu dans les broussailles du parc et qu'avec l'aide de ses femmes, elle avait organisé une battue d'une journée entière pour mettre la main dessus. Il était vrai, expliqua-t-elle à la cour, qu'elle avait fait chercher le collier à ses femmes. Elles croyaient toutes que le chien l'avait perdu dans le parc. Son époux ne fit aucun commentaire, et le soir, au souper, il fut comme toujours entre bonne et mauvaise humeur. On ne pouvait jamais décider. Il parla beaucoup, décrivant ce qu'il avait fait et vu à Rennes, mais il lui arrivait de s'arrêter pour lui lancer un regard dur, et lorsqu'elle alla se coucher, elle trouva son petit chien étranglé sur l'oreiller. Le pauvre était mort, mais encore chaud. Elle se pencha pour le prendre, mais son chagrin fit place à l'horreur lorsqu'elle découvrit qu'on l'avait étranglé en passant par 2 fois autour de sa gorge le collier qu'elle avait donné à Lanrivain. Le lendemain à l'aube, elle enterra le chien dans le jardin et enfouit le collier dans son sein. Elle ne dit mot à son époux, ni sur le moment ni plus tard, et lui ne dit mot. Reste que ce jour-là, il fit pendre un paysan pour avoir volé un fagot dans le parc, et que le lendemain, il faillit battre à mort un jeune cheval qu'il était en train de dresser. L'hiver s'installa, avec ses brèves journées et ses longues nuits, s'égrenant une à une sans qu'elle entendît parler d'Hervé de Lanrivain. Fallait-il en conclure que son époux l'avait tué, ou simplement que le collier lui avait été dérobé, se demandait-elle en tremblant, jour après jour, au coin du feu, en compagnie des fileuses, nuit après nuit, dans la solitude de son lit. À table, parfois, son époux regardait dans sa direction et souriait. Elle avait alors la certitude que Lanrivain était mort. Elle n'osait point quérir de ces nouvelles, car elle était certaine que dans ce cas, son époux le découvrirait. Selon elle, rien ne résistait à ces découvertes. Même lorsqu'une sorcière, une voyante célèbre, capable de vous montrer le monde entier dans sa boule de cristal, vint chercher refuge au château pour la nuit et que les servantes accoururent en foule pour la consulter, Anne préféra s'abstenir. L'hiver fut long, noir, pluvieux. Un jour qu'Yves de Cornault était absent, des bohémiens vinrent à Kerfol avec une troupe de chiens savants. Anne acheta le plus menu et le plus malin d'entre eux, un chien blanc au poil duveteux, avec un œil brun et l'autre bleu. Il semblait avoir été maltraité par les bohémiens et s'agrippa à elle en geignant lorsqu'elle le prit dans ses mains. Le soir même, son époux était de retour, et quand elle alla se coucher, elle trouva le chien étranglé sur l'oreiller. Elle se dit ensuite que jamais plus elle n'aurait de chien. Mais un soir de grand froid où un pauvre lévrier efflanqué fut trouvé gémissant à la porte du château, elle lui ouvrit la grille en interdisant aux servantes de mentionner sa présence à son époux. Elle le dissimula dans une pièce où personne ne pénétrait, le nourrit en cachette avec son propre repas, lui fit une couche douillette et le dorlota tel un enfant. Yves de Cornault s'en revint, et le lendemain, elle trouva le lévrier étranglé sur l'oreiller. Elle pleura en secret, mais sans mot dire, et résolut que même si elle rencontrait un chien mourant de faim, jamais elle ne l'emmènerait au château. Toujours est-il qu'un jour elle découvrit un jeune chien de berger, un chiot moucheté aux braves yeux bleus,
qui gisait avec une patte cassée dans la neige du parc. Yves de Cornault était à Rennes. Elle introduisit le chien, le réchauffa, le nourrit, banda sa patte et le cacha dans le château jusqu'au retour de son époux. La veille du retour, elle le donna à une paysanne de la contrée et la paya grassement pour s'en occuper et garder sa langue. Mais la nuit même, elle entendit pleurnicher et gratter à sa porte, et quand elle ouvrit, le chaud éclopé, trempé et tremblant, bondit sur elle en poussant des petits jappements éplorés. Elle le dissimula dans son lit et le lendemain matin, alors qu'elle s'apprêtait à le faire reconduire chez la paysanne, elle entendit le cheval de son époux pénétrer dans la cour. Elle enferma le chien dans un coffre et descendit l'accueillir. 1 heure ou 2 plus tard, lorsqu'elle revint dans sa chambre, le chiot gisait étranglé sur l'oreiller. Après cela, elle n'osa plus s'attacher au moindre chien. Aussi sa solitude devint presque insupportable. Parfois, lorsqu'elle traversait la cour du château et pensait que personne ne regardait, elle s'arrêtait pour flatter le vieux chien d'arrêt à la grille. Mais un jour qu'elle le caressait, son époux sortit de la chapelle, et le lendemain, le vieux chien fut introuvable. Cette curieuse relation ne fut point effectuée en une seule séance, ni reçue sans des manifestations d'impatience, ou des commentaires incrédules. À l'évidence, les juges furent surpris par sa puérilité, et l'accusé n'en ressortit point rehaussé aux yeux du public. C'était un conte étrange, assurément, mais que prouvait-il ? Qu'Yves de Cornault détestait les chiens, et que son épouse, n'écoutant que son penchant, s'obstinait à ignorer son aversion. Quant à plaider ce menu différend pour excuser les relations, quelle que fût leur nature qu'elle entretenait avec son complice présumé, l'argument était si absurde que son propre avocat manifesta son regret de l'avoir laissé l'invoquer et qu'il essaya à plusieurs reprises de la couper dans son récit. Mais elle poursuivit jusqu'à la fin, avec l'insistance d'une personne hypnotisée, comme si les scènes qu'elle évoquait lui semblaient si réelles qu'elle en avait oublié où elle se trouvait, et qu'elle s'imaginait les revivre. Tant et si bien que le juge, qui avait fait montre alors d'une certaine bienveillance à son égard, déclara, en se penchant un peu en avant, comme on pouvait le supposer tandis que la rangée de ses collègues somnolait, « Ainsi, vous voudriez nous faire croire que vous avez assassiné votre mari parce qu'il vous empêchait d'avoir un chien de compagnie ?»« Je n'ai point assassiné mon mari. »« Qui alors ? Hervé de Lanrivain ? » ?»« Non. »« Qui donc ? Pouvez-vous nous le dire ? » ?»« Certainement. »« Les chiens ?» À ces mots, elle fut évacuée de la salle d'audience, sans connaissance. Manifestement, son avocat tenta de lui faire abandonner cette ligne de défense. Son explication, quelle qu'elle fût, avait peut-être paru convaincante lorsqu'elle s'était épanchée auprès de lui dans la fièvre de leur premier colloque en tête-à-tête, mais maintenant qu'elle était exposée à la froide lumière de l'enquête judiciaire, qu'elle était la risée de la ville, il en avait parfaitement honte et eût sacrifié sa cliente sans scrupule pour sauver sa réputation professionnelle. Reste que le juge, dans son obstination, peut-être après tout était-il plus inquisiteur que bienveillant, désirait visiblement savoir le fin mot de l'histoire. Aussi lui ordonna-t-on le lendemain de poursuivre sa déposition. Elle déclara qu'après la disparition du vieux chien de garde, rien de particulier ne s'était produit durant 1 mois ou 2. Son époux était comme à l'accoutumée. Elle ne se souvenait d'aucun incident notable. Un soir, pourtant, une colporteuse vint au château pour vendre des colifichets à la jante féminine. Bien qu'elle n'eût point le cœur aux colifichets, elle resta à contempler la scène tandis que les domestiques faisaient leur choix. Puis sans qu'elle sût comment, les cajoleries de la colporteuse lui firent acheter un médaillon en forme de poire qui diffusait un fort parfum. Elle avait vu un jour quelque chose du même genre sur une bohémienne. Elle n'avait aucune envie du médaillon et ignorait les raisons de son achat. La colporteuse déclara que quiconque le portait avait le pouvoir de dire l'avenir, mais elle n'y accorda point vraiment de crédit ni grand intérêt non plus. Cependant, elle en fit l'acquisition, le monta jusque dans sa chambre où, une fois assise, elle le palpa, le tourna en tous sens. C'est alors qu'attirée par l'étrange parfum, elle commença à se demander quelle sorte d'épices contenait la boîte. Elle l'ouvrit et découvrit une fève grise enroulée dans une bande de papier, et sur ce papier, elle vit un signe distinctif, ainsi qu'un message d'Hervé de Lanrivain, disant qu'il était de retour et se trouverait à la porte de la cour cette nuit même, après le coucher de la lune. Elle brûla le papier et s'assit pour réfléchir. La nuit tombait. Son mari était à la maison. N'ayant aucun moyen de prévenir Lanrivain, elle n'avait plus qu'à attendre. C'est à cet instant, j'imagine, que la salle d'audience assoupie se mit à redresser la tête. Même pour le plus chenu des membres de la cour, il dut y avoir une certaine jubilation à se représenter les sentiments d'une femme recevant pareil message à la tombée de la nuit, d'un homme vivant à plus de 8 lieues qu'elle n'avait aucun moyen de prévenir. Elle n'était point femme habile à ce que j'imagine. Et comme premier résultat de ces cogitations, elle semble avoir commis l'erreur, ce soir-là, d'être trop gentille avec son époux. Elle ne pouvait recourir à l'expédient traditionnel de l'enivrer, car s'il lui arrivait de boire copieusement, il avait la tête solide,
et lorsqu'il buvait au-dessus de ses forces, c'était en toute connaissance de cause et non en cédant à la cajolerie féminine. Pas à celle de sa femme en tout cas, c'est une vieille histoire désormais. Comme je vois l'affaire, je me figure qu'il était dénué de tout sentiment à son égard, hormis la haine occasionnée par son déshonneur présumé. Quoi qu'il en soit, elle essaya de recourir à ses charmes d'antan. Sauf qu'en début de soirée, il se plaignit de douleur et de fièvre et quitta la salle pour monter dans le cabinet où il lui arrivait de dormir. Son serviteur lui apporta une tasse de vin chaud et revint en disant qu'il dormait à poing fermé. De fait, lorsqu'une demi-heure plus tard, Anne souleva la tenture en épiant la porte, elle entendit sa respiration régulière et sonore. Elle eut l'idée d'une ruse et resta un long moment pieds nus dans le couloir, l'oreille collée à la fente. Mais la respiration allait et venait trop normalement et naturellement pour ne pas être celle d'un homme plongé dans le sommeil. À pas de loup, elle revint dans sa chambre, rassurée, et demeura devant la fenêtre à regarder la lune se coucher à travers les arbres du parc. Le ciel brumeux était sans étoiles, et une fois la lune disparue, ce fut le règne de la nuit noire. Elle sut que l'heure était venue. Se glissant subrepticement dans le couloir, elle passa devant la porte de son mari, où elle s'arrêta derechef pour écouter sa respiration, et parvint en haut de l'escalier. Là, elle s'immobilisa un moment pour s'assurer que personne ne la suivait, puis elle se mit à descendre l'escalier dans l'obscurité. Il était si raide et tourné tant qu'elle dut s'y prendre très lentement de peur de trébucher. Elle n'avait qu'une idée en tête, déverrouiller la porte, dire à Lanrivain de s'enfuir et rejoindre sa chambre à toute hâte. Elle avait essayé le verrou plus tôt dans la soirée, et s'était arrangée pour lui mettre un peu de graisse. Malgré tout, lorsqu'elle le tira, il rendit un grincement. Peu sonore, mais suffisant pour la faire sursauter, et l'instant suivant, venant d'en haut, elle entendit un bruit. « Quel bruit ?» interrompit l'accusation. « La voix de mon mari, qui criait mon nom et me maudissait. Qu'avez-vous entendu par la suite ? Un hurlement terrible, puis une chute. » Où se trouvait alors Hervé de Lanrivain ? Il se tenait dehors dans la cour. Je n'ai fait que l'entrevoir dans l'obscurité. Je lui dis de partir, pour l'amour de Dieu, avant de refermer la porte. Qu'avez-vous fait après ? Je suis restée au pied de l'escalier à écouter. Qu'avez-vous entendu ? J'ai entendu des chiens gronder et halter. Découragement visible de la cour, ennui parmi le public, exaspération chez l'avocat de la défense. Encore les chiens, mais le juge persista dans son obstination. Quel chien ? Elle baissa la tête et parla si bas qu'il fallut lui demander de réitérer sa réponse. Je l'ignore. Que voulez-vous dire par là ? Vous l'ignorez. J'ignore quel chien. Le juge intervint derechef. Essayez de nous dire exactement ce qui s'est passé. Combien de temps êtes-vous resté au pied de l'escalier ? Quelques minutes seulement. Et que se passait-il en haut pendant tout cela ? Les chiens ne cessaient de gronder et de halter. Une fois ou deux, il a crié. Un moment, je crois qu'il a poussé un gémissement, puis il s'est tu. Qu'est-il alors arrivé ? Alors j'ai entendu un bruit, pareil à celui d'une meute, lorsqu'on lui jette le loup en pâture. De mandibules et de babines. Il y eut un grognement de dégoût et de répulsion à travers le tribunal, ainsi qu'une nouvelle tentative d'intervention de la part de l'avocat affolé. Mais le juge inquisiteur était toujours inquisiteur. Et pendant tout ce temps, vous n'êtes point monté ? Si. Après, je suis monté, pour les chasser. Les chiens ? Oui. Eh bien, une fois sur les lieux, il faisait nuit noire. J'ai trouvé le briquet à silex de mon mari, l'ai battu pour faire de la lumière, je l'ai vu qui gisait, il était mort. Et les chiens ? Les chiens avaient disparu. Disparu. Où cela ? Je l'ignore, il n'y avait point d'issue. De toute façon, il n'y avait point de chien à Kerfol. Elle se redressa de toute sa taille, jeta les bras par-dessus la tête, puis s'écroula sur les pavés de la salle en poussant un hurlement prolongé. Il y eut un moment de confusion dans le tribunal, on entendit l'un des magistrats déclarer « Ce cas relève manifestement des autorités ecclésiastiques ». Et nul doute que l'avocat de la prisonnière sauta sur la suggestion. Après quoi, le procès se perd dans le dédale de l'interrogatoire et de la procédure. Chaque témoin appelé à la barre corroborait la déposition d'Anne de Cornault selon laquelle il n'y avait point de chien à Kerfol. Cela faisait plusieurs mois qu'il n'y en avait plus. Le maître de maison s'était pris d'aversion pour les chiens, incontestablement. Mais d'autre part, durant l'enquête, on avait longuement et âprement discuté la nature des blessures du défunt. L'un des médecins consultés avait parlé de marques ressemblant à des morsures. L'hypothèse de la sorcellerie refit surface et les avocats de chaque partie se lancèrent des volumes de nécromancie au visage. Finalement, Anne de Cornault fut ramenée devant la cour, sur la requête du même juge, et il lui fut demandé si elle savait d'où pouvaient venir les chiens dont elle avait parlé. Sur le corps du sauveur, elle jura qu'elle l'ignorait.
Alors le juge posa son ultime question. Si les chiens que vous avez cru entendre vous avaient été familiers, croyez-vous que vous les auriez reconnus à leurs aboiements? Oui. Les avez-vous reconnus? Oui. De quels chiens s'agissait-il d'après vous? De mes chiens défunts, fit-elle dans un murmure. Elle fut emmenée hors du tribunal pour n'y plus reparaître. L'Église mena une forme d'enquête. Au bout du compte, les juges ne parvinrent point à s'accorder ni entre eux, ni avec la commission ecclésiastique. Anne de Cordoue fut confiée à la garde de sa belle famille, qui l'enferma dans le donjon de Kerfol, où, dit-on, elle mourut bien des années plus tard, folle et inoffensive. Ainsi s'achève son histoire. Quant à celle d'Hervé de Lanrivain, je n'eus qu'à m'adresser à son descendant collatéral pour obtenir les détails qui manquaient. Compte tenu de l'insuffisance des preuves contre le jeune homme et de l'influence considérable de sa famille dans le duché, il fut relâché et partit peu après pour Paris. Sans doute n'était-il point d'humeur à vivre dans le monde, aussi apparaît-il être tombé presque aussitôt sous l'influence du fameux monsieur Arnaud d'Andilly et des messieurs de Port-Royal. 1 an ou 2 plus tard, il fut reçu dans leur ordre, et sans se distinguer d'une manière ou d'une autre, il suivit ses fortunes diverses jusqu'à sa mort quelques 20 ans plus tard. Lanrivain me montra un portrait de lui par un élève de Philippe de Champaigne. Des yeux tristes, une bouche impulsive et un front étroit. Pauvre Hervé de Lanrivain, quelle grisaille dans cette fin. Partout, pourtant, en contemplant son effigie raide et cireuse enrobée dans le noir des jansénistes, je me surpris presque à envier son destin. Après tout, 2 grandes choses lui étaient arrivées dans le cours de sa vie. Il avait aimé comme dans les romans, et avait dû converser avec Pascal. La nouvelle qu'on vient de lire ensemble s'intitule Kerfol et c'est la nouvelle qui donne le titre au recueil de nouvelles dont elle est extraite, écrite par Edith Wharton. Edith Wharton, c'est une autrice que j'avais déjà essayé de lire une fois avec l'un de ses romans les plus connus, Ethan Frome, ou Ethan Frome pour le prononcer correctement, ce qui n'avait pas du tout été une réussite étant donné que je n'avais pas pu finir ce roman qui m'avait quand même assez ennuyée dès les premières pages. Voilà. Donc lorsque j'ai décidé de me rediriger vers cette autrice, à laquelle je n'avais plus vraiment pensé depuis, et encore moins pour la lire en traduction, étant donné qu'elle est anglophone et que je n'aime pas lire l'anglais en traduction, c'était sans grande confiance, et c'était un petit peu par hasard pour vraiment préparer ce qui est peut-être une série de vidéos avec quelques nouvelles effrayantes ou un petit peu de fantômes pour cette période automnale. Et en fait, ça a été une très très bonne surprise, j'ai adoré ce recueil de nouvelles, qui sont toutes des nouvelles de fantômes. Le recueil s'intitule Kerfol et ou Histoire de fantômes. Edith Wharton, pourtant, elle est plutôt connue pour ses écrits réalistes, ses romans réalistes. C'est d'ailleurs pour l'un de ces romans-là qu'elle a reçu le prix Pulitzer. Elle a été la première femme, en fait, à recevoir le prix Pulitzer du roman, qui désormais s'appelle le prix Pulitzer de fiction. Elle est née en 1867, je crois. 1862 plutôt. Elle est née en 1862 dans l'état de New York, donc elle vient des États-Unis, et elle est morte en 1937 en France, dans le Val d'Oise, en région parisienne. Elle a passé une grande partie de sa vie en France, où elle a eu diverses occupations. Elle a beaucoup été dans le sud de la France, à Hyères, qui est tout proche de ma ville natale, dans le sud-est. Elle a beaucoup côtoyé les cercles littéraires, intellectuels. Elle a été très proche de Paul Bourget, par exemple, qui est un auteur désormais un petit peu oublié, mais qui était un auteur prolifique et important de son époque. Elle a aussi fréquenté des gens comme Anna de Noailles ou Jean Cocteau. Et elle a aussi joué un rôle important lors de la Première Guerre mondiale en France, notamment au niveau de l'aide financière qui était apportée aux combattants. Donc c'est une femme extrêmement intéressante qui a aussi eu une vie très chargée et une vie littéraire extrêmement dense et extrêmement riche. Elle a beaucoup écrit. Et comme je vous l'ai dit, même si elle est beaucoup plus connue pour ses récits réalistes, The Age of Innocence par exemple, qui est celui qui lui a permis de remporter le prix Pulitzer, elle a en fait écrit énormément de récits de fantômes, de récits un petit peu gothiques, de récits un petit peu effrayants, et le recueil dont il est question dans cette vidéo, en fait, n'est qu'une infime partie de tous les textes de fantômes qu'elle a écrits. En fait, ce sont des textes qu'elle a écrits entre 1910 et 1930. Il y en a 5 dans le recueil, mais si vous cherchez sur Internet, vous pouvez en trouver davantage qui n'ont pas été traduits, certes, mais qui sont en accès libre.
Ce qui est vraiment fascinant avec les écrits de fantômes de Edith Wharton, en tout cas moi ce que j'ai trouvé fascinant dans ce recueil, c'est la vraie subtilité qui s'en dégage. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas vraiment sur quelque chose d'horrifique, sur quelque chose de profondément monstrueux, même si la nouvelle que j'ai décidé de vous lire là pour cette vidéo est finalement celle qui est la plus horrifique justement. Les autres sont beaucoup plus subtiles, sont beaucoup plus psychologiques, et c'est ça qui est extrêmement réussi. Moi j'ai beaucoup aimé cette ambiance qui est recréée à chaque histoire et qui tourne énormément autour de la maison, de l'enfermement, de l'intérieur, du contraste entre l'extérieur et l'intérieur, et de l'accès à cet intérieur et de l'accès à cet extérieur. Il y a évidemment, en fait, dans l'écriture d'Edith Wharton, toujours une réflexion qui vient puiser dans la vie personnelle de l'autrice, une réflexion sur la question féminine et sur la condition des femmes. Je pense que vous l'aurez vu, en fait, que vous l'aurez entendu dans cette nouvelle que je vous ai lue. Le côté fantôme, le côté histoire d'horreur est extrêmement présent, bien évidemment, avec des meurtres, avec un château, avec des revenants, avec des scènes de nuit. Mais en réalité, de quoi est-il question ? Il est question d'un mari abusif, d'un mari violent psychologiquement et violent envers les êtres que sa femme aime, et donc de violence conjugale. Et c'est à travers le récit de fantôme, à travers ce genre vraiment très particulier en littérature, qui est un genre classique par excellence, qu'Edith Wharton a beaucoup lu lorsqu'elle était petite d'ailleurs, même si en fait elle était terrifiée par les récits de fantômes, justement, c'est ça qui est assez étrange. Elle en était terrifiée, elle disait même qu'elle avait du mal à garder des livres de cette nature-là chez elle dans sa bibliothèque, mais elle en a beaucoup écrit. Donc c'est un genre très connu, un genre qui est classique des classiques, et Edith Wharton en fait arrive à venir de façon très subtile, sans en modifier la forme, sans en modifier de façon drastique la langue, sans ajouter de réelles transgressions ou de finalement rupture au niveau des codes de ce genre-là. Elle arrive à en faire quelque chose d'autre, quelque chose qui moi me semble être extrêmement intéressant grâce à cette tension sous-jacente liée à la condition féminine. Parce que c'est véritablement de ça qu'il s'agit. La véritable terreur et le véritable effroi, ce n'est pas cette mort la nuit dans ces escaliers avec cette meute de chiens de revenants. Non, c'est la terreur psychologique qui s'installe et qui est créée par ce mari violent, abusif, dans le contrôle. Et toute la terreur et tout le désespoir de cette femme sont extrêmement palpable grâce à l'écriture d'Edith Wharton. C'est quelque chose qui se retrouve d'ailleurs dans les autres nouvelles. Et si vous faites attention, finalement, cette maison, ce château, c'est un motif bien évidemment fondateur en fait du gothique et puis de tous les textes qui vont suivre, mais là Edith Wharton le reprend pour l'interroger d'une autre façon. Ça devient le lieu de l'isolement et ça devient le lieu de la séquestration féminine. On peut penser par exemple à Jane Eyre qui reprend aussi ce thème-là, et il y a toute une histoire des femmes bien évidemment enfermées dans ces donjons, et c'est ainsi que finit d'ailleurs la protagoniste de cette nouvelle. Mais avant cette fin qui renoue avec le classique, je trouve que le milieu est beaucoup plus moderne et beaucoup plus ancré dans une réalité économique et sociale des femmes de l'époque d'Edith Wharton et des femmes encore à notre époque dans certains milieux, dans certaines familles. Ça c'est passionnant, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Bon, ça ne se finit guère positivement et en fait la plupart des récits de fantômes d'Edith Wharton n'offrent pas de résolution. Ce ne sont pas des textes qui vont avoir des dénouements à clé, ce sont vraiment des textes qui présentent un moment, une présence fantomatique, une présence spirit qui d'une façon ou d'une autre interroge le rapport à la réalité et qui d'une façon ou d'une autre vient alors peut-être de façon très paradoxale finalement, incarner des troubles intérieurs et des questions qui sont énormément liées bien évidemment à la corporalité, à la liberté, à l'agentivité en tant que femme. Le rapport à l'extérieur et à l'intérieur, le rapport aux portes, le rapport aux verrous, le rapport aux tours. Bon, d'un point de vue psychanalytique, il y aurait énormément de choses à analyser dans ces textes-là. Et c'est une plume que j'ai vraiment adorée. C'est vraiment un recueil qui... je pensais ne lire qu'une ou deux nouvelles du recueil pour filmer cette vidéo. Et finalement, j'ai dévoré le recueil. J'ai même téléchargé en accès libre un autre de ces recueils avec d'autres nouvelles parce que c'était une ambiance que j'ai beaucoup aimée, des réflexions que j'ai beaucoup aimées et une façon très subtile mais qui n'en
demeure pas moins réellement frissonnante de parler des fantômes, de parler de l'au-delà, de parler des morts, de parler des revenants. Les autres nouvelles sont vraiment réussies également. Il y a toujours ce rapport avec la maison, ce rapport avec l'intériorité, ce rapport avec cet étrange qui est palpable et à la fois qui ne vient pas non plus totalement interrompre et détruire l'apparente vraisemblance du récit. Et ça m'a vraiment donné en fait envie de redonner une chance à Edith Wharton, ce qui est, je pense, une très très bonne chose. Edith Wharton, ce rapport à la maison, elle l'a beaucoup entretenu elle aussi. Elle a acheté plusieurs maisons et elle possédait une demeure, notamment avec son mari aux États-Unis, qui s'appelait The Mount, et qui est désormais visitable. On peut la visiter, on peut la louer pour différentes occasions, etc. Et, fait assez surprenant, beaucoup de visiteurs et beaucoup de personnes qui ont travaillé dans cette maison en tant que guide ou en tant que gardien disent avoir vu, avoir entendu, avoir senti des présences d'esprits ou de fantômes dans cette même maison. Voilà. Edith Wharton, par ailleurs, quand elle était très jeune, a failli mourir de la typhoïde et à partir de cet épisode-là, elle a toujours gardé une forme d'inquiétude, une forme d'angoisse qui se retrouve notamment dans ces nouvelles-là. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point il y a cette fusion entre la fiction et puis la réalité et de se demander finalement qui inspire et qui influence l'autre, même si ça, on n'aura jamais vraiment la réponse ou chacun et chacune aura sa propre réponse. En tout cas, c'était une lecture vraiment tellement insoupçonnée et inattendue, une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui m'a paru très abordable et qui m'a paru beaucoup plus intéressante que la plupart des récits de fantômes qui peuvent être publiés désormais, avec toute une réflexion sur la séparation, effectivement, au-delà de la question de la mort, mais vraiment des questions sur la séparation, et puis une forme de... Certaines nouvelles sont vraiment fantastiques au sens où il y a cette hésitation du coup entre une explication par la rationalité et une explication par des lois qui dépassent les lois de l'univers et de la logique et des personnages qui sont perdus entre les deux. C'est ça le fantastique en fait tel que l'a défini Todorov. Mais il y a d'autres nouvelles où on n'est plus vraiment dans le fantastique à partir du moment où tout le monde accepte totalement qu'il y a effectivement des fantômes, qu'il y a effectivement des femmes qui reviennent de l'au-delà et qui attendent dans certains lieux et qui rendent visite à des hommes, etc. Et il y a cette alternance d'insertion de ce motif en fait du fantôme dans la société qui rend du coup les nouvelles parfois très différentes et ça c'est aussi un point fort je pense dans l'écriture d'Edith Wharton. Voilà, j'en ai beaucoup dit déjà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais je trouve que ça colle bien à la période. Et puis peut-être que ça vous aura donné envie de lire d'autres de ces nouvelles. Peut-être que ça vous aura aussi permis de passer un petit moment de littérature. Et je vous retrouve très prochainement.